Bonjour les amis, je suis Pascal Trefingui, je suis à Rio de Janeiro, bienvenue. Aujourd'hui nous allons parler de la synarchie, en particulier de ce mode d'organisation chez les nomades et chez les sédentaires. Qu'est-ce qui se passe quand on est un homme ou une femme nomade ou sédentaire, une femme nomade ou un homme nomade? Qu'est-ce qui se passe pour nous? Qu'est-ce qui se passe pour un homme et une femme lorsqu'ils sont sédentaires? C'est pour ça que j'ai intitulé cette capsule eh bien, la femme nomade et son homme objet, et puis l'homme sédentaire et sa femme trophée. Vous allez voir que ça s'applique bien au schéma des civilisations. Évidemment, il y a des exceptions puisque ça peut être inversé, les rôles hommes-femmes étant permutables, ce qui explique d'ailleurs le passage du nomadisme à la sédentarité, du sédentarité au nomadisme. Lorsque les hommes nomades se masculinisent trop, ils deviennent, lorsque les hommes nomades se féminisent, c'est très bien, mais lorsqu'ils se masculinisent trop, ils deviennent sédentaires. Pareil avec les hommes sédentaires, lorsqu'ils sont bien masculinisés, c'est très bien pour eux, là, ils sont martiaux, la civilisation continue à s'imposer, mais lorsqu'ils se féminisent trop, la société tend à disparaître, à aller vers la tyrannie. Vous voyez, l'hyperféminisation de l'Occident n'est qu'un symptôme de la déchéance de sa civilisation. D'ailleurs, nous aurait pensé, il y a encore quelques années, avoir un président de la République aussi efféminé que le président Macron, et encore plus Éric Zemmour, qui est encore plus efféminé à ce niveau-là et qui vient du nomadisme dévié. Voilà. On va aussi parler bien du cycle de Kubler-Ross. À l'heure actuelle, la plupart des gens n'ont toujours pas compris que le système démocratique est mort, qu'on ne reviendra pas à la normale même à coup de vaccin. Et qu'il faut faire son deuil. Alors il y a peu de gens qui l'acceptent, hein. C'est un peu, ils sont pas très, ils essayent encore ils sont choqués, ils ont du mal à admettre, ils essayent encore de négocier avec le pouvoir, mais il n'y a rien à négocier. Ce pouvoir, il est ferme et déterminé, c'est l'extermination par tous les moyens et le contrôle, et il est temps de le réaliser. Nous allons aussi, donc je voulais vous parler de Kubler-Ross, je voulais vous parler du nomade sédentaire et je voulais aussi vous parler du bouc émissaire. Donc qu'est-ce qui se passe avec un bouc émissaire? Pourquoi quelquefois on a besoin d'une victime émissaire? À quoi ça sert? À chaque fois, bien entendu, on illustre ça avec ce qui se passe sur notre projet. A tout de suite après le générique. Le premier point qu'on va étudier aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la victime émissaire ou le bouc émissaire. Alors vous savez, dans notre projet d'éco-village, on a rencontré un certain nombre de difficultés, tout simplement parce que c'est tout à fait normal. On est dans un processus de sélection. Dans ce processus de sélection, on sélectionne l'être astral d'une personne pour savoir si elle est compatible avec le projet. Après, il y a le comportement individuel de la personne. La personne, elle doit avoir fait le point sur le déterminisme onirique, sur son être astral, et puis elle doit comprendre ce qu'est une synarchie, vouloir s'y intégrer. Or, on a des individus qui sont venus sur notre projet qui n'ont pas fait ce travail de préparation et qui se sont retrouvés par eux-mêmes ou marginalisés. Enfin, moi, j'ai demandé à personne de partir. C'est toujours les gens qui sont partis par eux-mêmes. Alors, il y a quelquefois des personnes à qui j'ai demandé de quitter ma maison, mais ça, c'est mon droit. C'est parce que je suis chez moi et parce qu'elles se comportent mal. Soit qu'elles complotaient pour me tuer, soit qu'elles me mentaient d'une façon effrontée à mon nez, à ma barbe, en me prenant pour un imbécile. Soit qu'ils étaient sales, soit qu'ils se comportaient mal en général, etc. Il n'y a pas de raison que je continue à héberger chez moi et gratuitement des gens qui me manquent de respect, qui complotent pour me tuer, qui fouillent dans mes papiers, qui font des photocopies, voire des faux, et qui recrutent un nègre pour m'assassiner. Voire retournent mon petit ami contre moi, etc. Tout ça, ça a été fait. Bon, c'est pas très grave. Ça monte à peu près le niveau de bassesse
des deux sorcières en question. Mais en règle générale, les personnes qui se sont retrouvées éliminées, c'est les personnes qui nous avaient menti, c'est-à-dire les freudiens, les mercenaires, les miliciens, les publicitaires à vaccins, les drogués, les pharmaciens, etc., les bandits en général, qui n'ont pas leur place dans le royaume des cieux. Voilà. C'est comme ça, la synarchie, c'est du patrimoine, c'est synarchie, patrimoine, compétence. Quand on n'est pas compétent, eh bien, on se retrouve éliminé. Alors moi, j'ai jamais demandé à personne de sortir. C'est les gens qui sont sortis d'eux-mêmes. Et après, qui fonctionnent sur la stratégie bien connue en psychologie, qui est la stratégie de la victime émissaire. Parce qu'en réalité, si le projet leur plaisait pas, et si vraiment ils avaient envie de venir au Brésil, que c'était leur intention et de ne pas être vaccinés, qu'ils étaient venus que pour ça, qu'est-ce qui les empêchait, puisqu'ils avaient tous du patrimoine, de se mettre ensemble et de créer un contre-projet, de montrer qu'eux, ils étaient capables de le monter, de réussir et de l'animer à tous les niveaux. Or, c'est pas du tout ce qui s'est passé. On a reçu quantité de dénonciations. Alors, je passe sur les tentatives d'assassinat, sur les dénonciations calomnieuses, sur les procédures judiciaires, enfin tout ce qui a été fait. En réalité, ils sont dans un mécanisme psychologique qui s'appelle la victime émissaire. C'est-à-dire qu'au lieu de faire le point sur leur expérience, de voir qui ils sont et pourquoi ça n'a pas fonctionné, ils sont tellement dans leur ego, ils sont tellement dans leur orgueil et ils sont tellement dans leur vanité qu'ils ont besoin de se fédérer autour d'une victime émissaire qu'ils vont assassiner, détruire, fustiger, etc. parce que ça leur permet de ne pas se mesurer face au projet. C'est très très courant en psychologie, hein, c'est-à-dire que les gens se fédèrent autour d'une haine commune. Il n'y a rien de positif, il n'y a rien qui est fait. C'est orienté que sur une activité de colporter des ragots, de se réapproprier au maximum ce qu'ils pensent avoir perdu, et puis au final de tuer, donc mentir, voler, assassiner. Pardon, c'est à peu près le scénario. C'est un scénario qui est un peu pathétique, hein, c'est un scénario très primaire, mais c'est comme ça, c'est le scénario de la victime émissaire, voilà. Donc il y a un certain nombre de personnes qu'on appelle le tas de fumée qui se sont mis à vouloir faire de moi la victime émissaire qui compenserait leur frustration égotique, parce qu'en réalité tout ça, c'est pas tellement une question d'argent, c'est qu'une question de vanité. J'en discutais il y a quelques jours avec un militaire français où je lui disais jamais l'armée française n'a été autant humiliée que par Raymond Witowski, qui va sur une chaîne d'un drogué psychopathe néo-nazi suisse pour dire que pendant 6 mois, sa femme a géré toutes les finances d'un projet et lui les activités économiques, et qu'au final, au bout de 6 mois, il se sera aperçu que ce serait un escroc, etc. et tout ce qu'ils sont allés raconter. Donc évidemment, quand il faut 6 mois, il faut poser des questions. Il faut se poser des questions. Pour moi, ça serait réglé en l'espace d'une semaine. Ce qui manque bien, le manque de capacité intellectuelle ou la mauvaise foi. Et d'autre part, c'est absolument pas crédible, ni sur le fond, ni sur la forme, ni sur la méthode, ni sur le fait d'être allé là d'ailleurs. Et donc c'est une très grande donc c'est une très grande humiliation pour l'armée de la République française, et c'est bien fait pour elle, elle avait capable de l'envoyer. On l'a remis dans leur emballage et on lui renvoyait pour lui montrer que ces hommes de main étaient des incapables, soit ils étaient des menteurs et des hypocrites, ce qu'il est, soit ils étaient des nuls et des incompétents, ce qu'il est aussi. Voilà, donc c'est parfait. D'autre part, moi je trouve que l'armée de la République française a beaucoup humilié mon pays. La France a été... Voilà, alors j'en profite un petit peu de l'immobilisation pour l'acupuncteur pour continuer à vous expliquer ce que je comptais vous expliquer, puisque vous attendez la vidéo. En réalité, la France a été humiliée par l'armée républicaine plusieurs fois à cause des massacres qui ont été commis pendant la Révolution française, à cause des massacres qui ont été commis pendant l'Empire, à cause de la période coloniale. Je pense que les gens qui ont voté pour Sarkozy, j'espère qu'ils le payeront jusqu'en enfer, parce que ça a été certainement le plus épouvantable président de la Ve République, qui a fait rentrer la France dans l'OTAN, qui lui a fait perdre son indépendance économique, militaire, etc. Donc bon, c'est comme ça, chaque fois on tombe plus bas. Et puis au fur et à mesure, c'est de plus en plus la catastrophe. Donc cette armée républicaine, elle a humilié la France pendant la Révolution, pendant l'Empire, elle l'a humilié pendant toute la période coloniale, elle l'a humilié en 14, elle l'a humilié en 40, elle l'a humilié en rentrant dans l'OTAN. Et lorsque la France va sur des théâtres d'opération de l'ONU, eh bien la France est humiliée une fois de plus. Donc on a une armée républicaine qui passe son temps à humilier notre pays, à l'amener dans des situations parfaitement immorales. Eh bien, il est tout à fait normal que cette armée-là, qui est atteinte du complexe d'hubris, soit elle-même humiliée le plus gravement possible. Et d'ailleurs, je remercie Raymond d'avoir humilié à ce point l'armée
républicaine. D'abord, sa présence est une humiliation pour la France, la façon de se comporter est extrêmement humiliant pour cette armée républicaine, et elle n'a que le choc en retour de l'humiliation qu'elle impose à mon pays depuis plus de 250, presque 250, 220 ans maintenant, ou 230 ans, où notre pays est humilié par cette armée républicaine au service de l'étranger, et qui fait haïr et détester la France dans le monde entier. Il y a aussi un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous avons tendance à vouloir gérer nos vies dans toute ignorance. C'est-à-dire, on met à part les encodeurs et les hallucinés, hein, on voit que le bromélia, ça s'est pas fait, ce qui en dit long sur l'encodage et l'hallucination. On savait d'où ça venait et c'était clair et net. C'est quand même terrible de laisser des manipulateurs comme ça gérer son existence, surtout que c'est des psychopathes. Bon, à moins d'être un déchet au service de l'armée, il y a des gens qui passent toute leur vie à être des pantins au service de l'armée. Bon, ben voilà, c'est comme ça, ils ont la récompense en ce monde de leur soumission. Mais quoi qu'il en soit, on vit dans un monde de symboles. C'est-à-dire que lorsque les symboles sont présents, et on le voit en loge, l'énergie se manifeste. Et pour moi, c'est quelque chose auquel je suis absolument sensible. C'est-à-dire que lorsque les éléments sont là, je sais absolument ce qui va se passer. Et très souvent, les éléments sont là, les gens ne savent pas les voir, et puis il se passe des choses, ils se demandent bien pourquoi. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on organise autour de soi d'un point de vue symbolique, parce que en règle générale, on le fait en toute ignorance, on le fait par confort psychique. Puis après, il y a des tas de trucs qui nous tombent dessus, on ne sait pas trop bien pourquoi. C'est arrivé, voilà. Moi, mon propos, il inquiète assez souvent parce que je dis aux gens, voilà, il y a tel et tel élément symbolique que tu as mis autour de toi, fais attention, ça peut avoir telle conséquence. Et puis si tu modifies en mettant tel élément, ça va être aussi telle conséquence. Hein. Alors quelquefois, il y a des gens intelligents qui en tiennent compte, puis il y a des gens qui le ressentent comme une menace. Bon, c'est leur problème. Ça, c'est les gens qui veulent imposer leur volonté. Dans le bouddhisme, on n'essaye pas d'imposer sa volonté, on a absolument confiance, pas dans des encodeurs, mais on a confiance dans le déterminisme historique et puis dans la providence. Et il faut bien remarquer que à l'heure actuelle, il y a tous les éléments qui sont en place pour nous montrer qu'on est en train de quitter la démocratie pour entrer dans la dictature. Tous les éléments symboliques sont là pour l'entrée dans une guerre civile terrible en France. Hein. Je pense que Zemmour, si vraiment il est candidat, et s'il est élu, ça va être terrible pour notre pays parce que c'est un hypocrite et que il est fourbe et que les gens qui l'utilisent sont en train de jouer avec le feu dans le cadre d'une stratégie de guerre civile. C'est pour ça qu'il faut bien se tenir à distance de ça. Si on peut lui barrer le passage, ça sera mieux, mais ça sera pas forcément... Quand je vous dis, il y a deux possibilités, ou la guerre civile, ou de continuer dans ce programme-là. Et de toute façon, les deux amèneront aux mêmes conséquences, c'est-à-dire une prise de contrôle par des entités militaires hostiles à la France. L'armée française l'armée de la République est hostile à la France et aux Français. Elle lui a tout le temps nui. Depuis 230 ans, l'armée de la République française est une nuisance organisée contre la France et contre les Français, aussi contre les étrangers. Donc on est vraiment dans une zone de haute turbulence. Et ce qu'il est clair, c'est que, et c'est ce que je vous disais en antenne, il faut regarder ce qui se passe dans la courbe de Madame Kubler-Ross, qu'elle a appliquée aux personnes qui sont en phase terminale de cancer. En réalité, les gens actuellement sont choqués. Et puis ils sont traumatisés, et puis ils sont d'abord passés par le déni, et puis maintenant ils s'aperçoivent que bien il y a rien qui reviendra comme avant, et les gens tentent de négocier, mais en réalité il y a rien à négocier parce que les gens qui sont en face de nous ne veulent rien négocier. C'est des gens qui veulent exterminer, qui ont un programme, qui veulent l'appliquer, et il y a absolument rien à négocier que de les affronter en réalité, et la plupart des Français ne sont pas prêts à cet affrontement. Ils sont encore dans l'idée qu'ils pourront négocier, mais en réalité il n'y aura pas de négociation. Alors maintenant, on va aborder ce qui était le sujet du jour, c'est-à-dire la femme nomade et son homme objet, et puis l'homme sédentaire et sa femme trophée. Vous allez voir que c'est assez simple en réalité. Alors, sauf exception, il y a aussi des gens qui fonctionnent en mode inverse. Dans une société de nomades, une synarchie de nomades, eh bien, la spiritualité se transmet par les femmes. C'est-à-dire que les femmes, elles sont au centre de l'activité. C'est elles qui vont s'occuper du campement, c'est elles qui vont s'occuper des enfants, du micro-élevage, d'une micro-agriculture. Les hommes vont aller chasser, sauf modèle inversé, puisqu'il y a des femmes chasseresses, et il y a des hommes qui vont rester au village. C'est d'ailleurs eux qui seront à la base de la sédentarité. Donc ces femmes, elles vont qui gèrent à proprement parler des éléments matériels,
des hommes gérant l'élément spirituel avec la recherche du gibier, et le chaman étant là pour faire descendre dans le cercle de pouvoir, pour visiter le passé, le futur, et surtout rentrer dans la caverne où là, il va avoir des activités spirituelles, notamment liées au gibier, à la chasse et à la pêche et l'identification du gibier. Ça, c'est lorsque les hommes descendent dans la grotte. Mais il y a aussi le facteur où les femmes descendent dans la grotte. Là, il y a d'autres activités qui se font. Il y a des initiations proprement féminines qui sont liées à la maternité. D'ailleurs, les accouchements se faisaient généralement dans la grotte, dans les sociétés néolithiques, ou en tout cas les sociétés de nomades. Dans ce contexte-là, c'est la femme qui a le pouvoir au niveau matériel et c'est elle qui fait rentrer dans la nation, c'est elle qui détient la spiritualité et puis la matérialité, l'homme étant orienté dans la quête de spiritualité, mais c'est elle qui détient la matérialité. Et donc l'homme, il est un peu un objet, c'est-à-dire c'est la femme qui va choisir l'homme, comme c'était le cas d'ailleurs chez les Amérindiens et généralement dans les sociétés de nomades, où ce sont les femmes qui choisissent les hommes, ils peuvent être de n'importe quelle nationalité. Alors, lorsqu'on est dans ce schéma-là, ça oblige à ne pas se fixer, on peut jamais être sédentaire, on est toujours nomade, donc on va voyager, 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 voyager. Alors, si c'est du nomadisme régulier, c'est bien, parce que ça permet à l'homme de se découvrir d'un point de vue spirituel et la femme de gérer la matérialité. Sauf que bien souvent, c'est du nomadisme dévié, en particulier chez les militaires français. Et donc, la femme va devenir de plus en plus sorcière et l'homme va être de plus en plus spirituellement égaré. Cet égarement spirituel de l'homme fait de lui un espèce de zombie qui fait qu'au final, il a la quête de la vision, mais c'est une fausse vision. C'est une vision qui est entièrement matérialiste, qui va demander sur rien. Et la femme elle-même, elle est dans une espèce de fuite en avant qui est liée à la reproduction et au fait de vouloir l'enfant conserver. Et on a là dans le nomadisme dévié à la fois tout le symbole du pillage. L'homme part pour piller, hein, part pour piller à l'étranger, au nom de la République, au nom de l'OTAN, au nom de l'ONU. C'est un pillage organisé. Alors il reçoit une petite partie du butin, évidemment, hein, parce que c'est un pilleur. Et puis la femme, de son côté, le nomadisme dévié va la transformer en sorcière, c'est-à-dire que sa gestion de la matérialité va l'amener à descendre dans sa propre caverne et ne s'intéresser qu'aux déchets, aux aspects résiduels. C'est-à-dire l'homme à la fois est privé de spiritualité dans le nomadisme dévié puisqu'il devient matérialiste, et la femme, elle va petit à petit se priver de matérialité. D'ailleurs, la conséquence généralement du nomadisme dévié, c'est que la femme perd intégralement son contrôle sur la matérialité, où elle va être capturée et emprisonnée, où ses enfants vont être exterminés, mais elle est dans un processus de destruction. C'est pour ça que lorsqu'il y a des personnes qui m'approchent, je fais toujours le point avec eux sur où ils en sont au niveau du nomadisme ou au niveau de la sédentarité pour voir ce qui peut leur arriver. Et généralement, ils l'acceptent. Enfin, assez souvent les gens l'acceptent, mais quelquefois les gens ne l'ont pas accepté, ils rentrent en lutte. Et à ce moment-là, cette rentrée en lutte, cette prise de contrôle, elle va essayer de s'accentuer et elle va amener à la destruction. C'est-à-dire que la femme va faire perdre à l'homme l'intégralité du butin qui a été accumulé, tout ou partie, voire l'intégralité du butin qui a été accumulé, et elle va exposer les enfants au danger, voire c'est elle-même qui va contribuer à leur élimination, et généralement ça se fait par le feu d'ailleurs. Donc j'avais mis il y a quelques années, une personne en garde par rapport à cette procédure-là. J'ai vécu un petit peu des choses similaires à ce que j'ai vécu avec Nadine et Raymond. Et elle s'est tuée dans un accident d'avion avec ses 2 enfants. Voilà, je l'avais mis en garde sur ce qui pouvait lui arriver et elle a pensé à échapper à ce que je lui disais dans un sens par l'eau et pour se jeter dans le feu de l'autre côté. Donc il faut faire très très attention aux charges symboliques et souvent c'est quelque chose dont on ne veut pas s'occuper. On va imposer sa volonté, mais moi j'impose absolument jamais ma volonté. Je laisse absolument tout faire, je laisse les gens se déterminer par rapport à eux-mêmes et je suis dans la confiance. Chez les sédentaires, c'est le contraire. Alors on a l'homme qui gère la vie, qui est là, qui a plus de spiritualité, il a de la religion, et c'est la femme, la femme trophée, qui va de l'extérieur apporter la spiritualité. Alors il y a la femme idéale, c'est l'impératrice évidemment, mais la femme à la maison, généralement, c'est elle qui va être en charge de la spiritualité avec le culte. Il y a un culte qui est fait avec un autel, etc. Et cette spiritualité, elle est le propre à l'intérieur de la maison de la femme qui va s'occuper des génies du foyer. Ce schéma traditionnel, évidemment, il peut être inversé à n'importe quel moment, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui vont vouloir rester au foyer, puis c'est leurs femmes qui vont aller à l'extérieur, donc c'est eux qui vont devenir des hommes trophées, puis leurs femmes vont devenir des femmes sédentaires.
Dans tous les cas, de toute façon, les sexes sont permutables. C'est pour ça que le machisme, il est complètement ridicule. Il y a des structures de fonctionnement chez les nomades et chez les sédentaires. Le fait est que chez les nomades, la majorité des hommes sont chasseurs-cueilleurs et les femmes font du petit élevage et s'occupent du foyer. C'est comme ça. Et il y a quelquefois des inversions avec des femmes chasseresses et des hommes qui restent au foyer, ce qui va donner d'ailleurs les éleveurs. Hein, à l'origine, c'est l'origine de la sédentarité. C'est les hommes qui vont rester au foyer. Chez les sédentaires, c'est le contraire. Généralement, c'est l'homme qui reste à l'atelier, au foyer. C'est la femme qui va voyager, par exemple, dans sa famille. C'est elle qui va être en charge du culte des ancêtres. Généralement, c'est l'homme aussi qui va s'occuper de la culture, etc. Et la femme, elle est liée plus aux questions de spiritualité. Mais quelquefois, il y a des inversions, évidemment, ce qui vont amener eh bien un retour au nomadisme. On est toujours avec la règle générale, des exceptions avec des permutations hommes-femmes, et puis au final, on a évidemment le passage du nomadisme à la sédentarité, de la sédentarité au nomadisme. Ce qui est inquiétant dans le nomadisme, c'est qu'on peut s'orienter vers le nomadisme dévié, c'est-à-dire que l'homme est là que pour faire du pillage, au nom de la République, au nom de l'OTAN, au nom de l'ONU, et ramener le butin à la maison, même s'il est maigre. Et la femme va se comporter à la maison comme une véritable sorcière. On est dans le cas du nomadisme dévié, donc d'un nomadisme inversé. C'est-à-dire que la femme va pas être convenablement faire de l'agriculture, elle va pas convenablement faire de l'élevage, elle va se trouver dépassée. Et généralement, son tort, c'est qu'elle va vouloir s'occuper des questions de spiritualité. Et donc, elle va inverser le processus du nomadisme. C'est pareil chez les sédentaires. Je vous montrerai tout ça au tableau. Vous allez voir, c'est très, très facile à comprendre la fonction des deux. Donc, il n'y a aucun misogynisme, aucun machisme chez moi. Les gens qui m'accusent de ça, c'est les gens qui n'ont pas compris comment ça fonctionne. Il y a une règle chez les nomades, une règle chez les sédentaires. Après, au niveau des sexes, ça peut permuter, mais il y a à titre d'exception, mais jamais à titre de généralité. Voilà. Donc, ce mode de fonctionnement, il peut nous paraître un petit peu étrange, mais c'est comme ça, ainsi que le fait que quand on met des symboles autour de soi, il y a une énergie, il y a des conséquences qui se manifestent. À rebours, quand on utilise par exemple le tarot ou l'astrologie, eh bien on va analyser une situation par rapport aux symboles et on va nous dire les symboles qui sont présents. Et en bougeant ces symboles-là, on va arriver à modifier le destin qui est tracé. Mais pour ça, il faut une certaine sagesse. Et malheureusement, la plupart des gens veulent imposer leur volonté et finissent toujours par rencontrer leur destin sur le chemin qu'ils prennent pour l'éviter. C'est-à-dire qu'à force de vouloir éviter une chose parce qu'elle a été annoncée, il faut vraiment le faire symboliquement et non pas avec sa volonté. Et de façon adéquate, parce que sinon on peut provoquer exactement l'énergie interne, ce qui s'était passé pour cette femme qui tenait absolument à avoir ses enfants avec elle. Je lui avais dit qu'il y avait un danger pour elle d'avoir un accident et qu'il soit noyé. Au final, c'est l'inverse qui s'est produit. En voulant absolument les protéger, elle est allée chercher un avion et l'avion s'est planté, elle a été brûlée. Un schéma pour simplifier, donc chez les nomades, qu'est-ce qu'on a? On a le chasseur qui va aller à la chasse, chercher du gibier, mais en même temps, il va être en quête de spiritualité, il doit se trouver lui-même. De l'autre côté, la femme, elle est éleveuse, elle reste à la maison, elle reste au boucan, etc. Et c'est elle qui va administrer la religion, c'est-à-dire le lien entre les différentes personnes à l'intérieur du village. C'est par elle d'ailleurs que va se transmettre le lien avec la nation. Comme ça s'inverse, on va donner dans le nomadisme dévié. C'est-à-dire que l'homme, au lieu d'aller chasser et avoir de la spiritualité, il va avoir aucune spiritualité, il va mener des activités de razzia et de pillage. Généralement, c'est ce qu'a fait la République française avec son armée. C'est-à-dire d'abord le pillage des Européens, ensuite le pillage colonial, et puis au nom de l'OTAN, le pillage organisé de la planète au service de l'oligarchie anglo-saxonne. Du côté des femmes, ça sera la sorcellerie qui va dominer. Alors là, c'est principalement ce qu'on appelle le New Age, c'est-à-dire c'est les femmes sorcières. Donc on s'aperçoit comment chez les nomades, en réalité, normalement l'homme est chasseur, et là l'homme devient pilleur. La femme, normalement, elle s'occupe de la religion, de l'élevage, etc. et du camp, et comment en réalité en se déviant, elle va aller vers la sorcellerie. C'est pareil au niveau des sédentaires. Au niveau des sédentaires, normalement l'homme il est éleveur et il est orienté sur la religion. La femme, elle est orientée sur la spiritualité, c'est elle qui gère les divinités du foyer, etc., qui est intuitive, etc., et qui va ponctuellement réaliser des activités de cueillette. Lorsque ça va s'inverter, eh bien, on a l'homme sédentaire qui va avoir une spiritualité qui est complètement frauduleuse. Il va s'orienter vers l'équivalent de la sorcellerie, il devient un véritable sorcier, c'est le nomade sorcier. C'est l'homme sédentaire qui devient sorcier et qui va se laisser influencer par la sorcellerie des sorcières.
hein, avec une spiritualité frauduleuse. C'est ce qui s'est passé en Occident. On a toutes sortes d'activités de sorcellerie qui ont été amenées par les Khazars, qui ont été adoptées par dont la Kabbale déviée, qui ont été adoptées par les hommes pour créer une spiritualité frauduleuse. De l'autre côté, on a ce problème avec les Édomites, c'est que normalement, et qui est lié aux femmes européennes, c'est pas pour rien que l'Angleterre tient, parce qu'il y a des reines d'Angleterre, la reine Victoria comme la reine Elisabeth. Si c'était des rois, ça aurait pas tenu très longtemps. On a un autre phénomène, c'est-à-dire que la femme sédentaire, elle va plus s'occuper de spiritualité et de cueillette, elle va être complètement matérialiste. Et son matérialisme, sa préoccupation pour l'argent, la survie de la famille, etc., va l'amener dans un autre axe qui est ici. Ça serait bien si j'avais un marqueur qui marcherait. J'utilise beaucoup. Donc au nom du matérialisme, elle va en réalité être une véritable pilleuse. Donc son objectif, c'est de piller les gens, de grappiller tout, de piller et de grappiller, c'est-à-dire au nom du matérialisme, d'aller vers de véritables activités de razzia. Donc ça c'est la femme sédentaire déviée, matérialiste, et puis elle va essayer, elle va rentrer dans des activités de vol. En réalité, elle va essayer de voler et elle va essayer de monter des activités de pillage. Voilà. Alors, comme vous l'avez compris, c'est ce qui m'est arrivé avec le couple, ce qui nous arrivait avec le couple Witowski. Lui, toute sa vie, il a contribué à la République française, donc c'était un véritable pilleur, une véritable personne qui était impliquée dans les razzias de la République française au service, et sa femme s'est orientée petit à petit, n'a pas de religion et s'est orientée vers la sorcellerie. Lorsqu'ils sont venus au Brésil, ils ont dû se sédentariser. Eh bien, le Raymond, il est rentré dans ses hallucinations mentales et sa spiritualité frauduleuse. Et elle est devenue complètement matérialiste. Elle n'en avait que pour l'argent, jusqu'à monter une stratégie pour m'assassiner et me déposséder sur le mode de la razzia et du pillage. Et lui, en réalité, sa spiritualité frauduleuse, elle s'est orientée avec Muriel, qui est complètement orientée vers la sorcellerie. Voilà. Donc, on a véritablement des gens qui ont passé toute leur vie dans le nomadisme dévié, au service de la République, et qui, quand ils sont arrivés ici, n'ont pas su se sédentariser. Ils sont passés au service de la sédentarité déviée, dans ses purs accès. Et dans son pur excès, c'est ce qu'on appelle la tyrannie. Donc, ils se sont comportés ici comme de véritables tyrans, hein, ce qui n'est pas étonnant. Voilà, sur le mode féodal, de véritables nazis, hein, qui n'en avaient que pour leur argent, oligarchie, nationalistes, qui n'en avaient que pour la Pologne, qui veulent aller au tribunal et me donner des leçons dans le domaine du juridisme, mais en réalité, ça va les confronter à leur propre pollution génétique, c'est-à-dire tout ce qui est mémoriel chez eux. Et la venue des petits-enfants, ils risquent d'être tués ici. Je leur avais annoncé, j'avais expliqué, non pas parce que c'est ma volonté, etc., mais à force de vouloir éviter une chose, on finit par obtenir le contraire, et je pense que de toute façon ça serait logique, toute cette famille-là va se faire tuer. C'est tout à fait logique, parce que on arrive à un moment où c'est fini, c'est-à-dire que le processus de déviation moderne, il est pratiquement à sa fin. Ils le sentent d'ailleurs, hein, ils sentent qu'ils sont en fin de circuit. Et tout le processus de déviation moderne est en train, petit à petit, de devenir le plus caricatural possible, puisqu'on est rentré dans la tyrannie, et il est en train de s'effacer. Le fait est, c'est qu'ici au Brésil, c'est le contraire. On est dans un processus de hyper-sédentarisation, puisqu'on va vers l'ère du lion, et que peut-être venir ici, c'était la dernière chose qu'ils pourraient faire pour mener à bien leur projet de sorcellerie et de razzia. Et de s'installer avec une spiritualité à rebours et faire fructifier leur argent. Voilà. Donc on s'aperçoit en réalité que quand les règles de la synarchie ne sont pas respectées, les gens font du mal à autrui, ils font du mal à eux-mêmes, mais de toute façon, au final, c'est là que ça va se passer, c'est au niveau de la pollution génétique. Et c'est d'ailleurs leur plus grande peur, d'ailleurs, hein, c'est la mutation génétique de leurs petits-enfants. Donc on s'aperçoit qu'en réalité, tout y est, hein. Et qu'il y a toujours un danger lorsqu'on veut rentrer dans une initiation, lorsqu'on veut rentrer dans une organisation synarchique, qu'on ne puisse pas y rentrer, qu'on se retrouve sur le tas de fumier, avec les pharmaciens, les freudiens, les mercenaires, les miliciens, les publicitaires, les bandits, les drogués, etc. Et ce qui prouve bien que la structure que j'ai mise en place, qui était synarchique, elle a parfaitement bien fonctionné. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve peut-être demain pour de nouvelles aventures. La bronchite est en train de passer. Merci à tous pour votre audience. J'espère que les explications ont été claires. Généralement, ça fait du bien de passer au tableau. Comme je vous l'ai dit depuis 2 ans,
L'éco-village alimente la chaîne alimente l'éco-village. Les gens qui sont venus dans l'éco-village, c'est soit des étudiants, soit des gens qui m'ont connu par la chaîne. Certains, je les connaissais depuis des années. Et puis à chaque fois qu'on a des problèmes sur l'éco-village, ça alimente bien des explications sur la chaîne. C'est un processus commun parce qu'en réalité, que ça soit l'organisation religieuse, l'éco-village, les activités économiques, tout ça c'est lié. C'est un seul et même projet qui a été conçu et imaginé sur les principes de base de la synarchie. C'est pour ça que quand on arrive ici, la synarchie, il vaut vraiment mieux avoir compris ce que c'est, comment ça fonctionne, parce que si on ne l'a pas compris et si on joue le double jeu, je peux vous assurer qu'on va ramasser et demandez-le aux personnes qui se sont retrouvées sur le tas de fumier. J'aimerais pas être à leur place. Ils ont besoin d'un bouc émissaire. Évidemment, tout ce qu'ils vont faire, ça va se retourner contre eux avec une violence qu'ils ne peuvent pas imaginer. D'ailleurs, c'est pour ça que ça fait naître chez eux un tel sentiment de paranoïa et qu'ils se sentent menacés. Moi, j'ai jamais menacé personne. Je laisse chacun libre de faire exactement ce qu'il veut et je laisse ces personnes se positionner. En réalité, ils sont face à leur propre hubris, c'est-à-dire par rapport à leur propre vanité qui ne fait qu'engendrer colère, orgueil, frustration et coups montés. Mais quand on est juste et droit, ce qui est mon cas, on se fait pas de soucis parce que à celui qui est uni au ciel, même les démons sont soumis. Je vous souhaite une bonne suite et puis on se dit à très bientôt. N'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Parce que même s'ils le savent, même s'ils en sont sûrs, même s'ils le constatent chaque jour, ça fait quand même du bien de l'entendre et puis c'est très important que vous le disiez. Moi je vous le dis, je vous aime et je vous dis à demain. Ciao, bye bye.